8h35, notre entretien d'embauche avec Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Comme pour nos précédents entretiens d'embauche, c'est pas compliqué. Jusqu'à 9h, vos engagements, votre programme, et de 9h à 9h30, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur votre personnalité, sur vous. Interview sans complaisance, parce que nous, Français, nous sommes exigeants, Emmanuel Macron. Avez-vous conscience que nous sommes trompés depuis 30 ans ? J'ai conscience que le moment que nous vivons est profondément grave, oui. Trompé. Oui, j'emploie le mot volontairement trompé. Je comprends. On nous a fait tant de promesses qui n'ont jamais été tenues. Mais je ne veux pas céder à ce qui pourrait apparaître comme de la démagogie. Je pense que le moment qu'on vit est grave. Et moi, j'aborde cette dernière semaine, d'ailleurs, avec beaucoup de gravité. Avec beaucoup de préoccupation pour notre pays, avec une volonté, puisque je suis engagé dans cette bataille évidemment, une volonté de l'emporter, de convaincre, mais en même temps extraordinairement conscient de la gravité de la situation et de la responsabilité qui est la mienne compte tenu de ce que vous venez de dire. Oui, il y a un soupçon qui s'est installé dans la vie politique, il y a un trouble, et donc on doit être à la hauteur. Et ça fait aussi partie de cela. Bien, vous allez essayer de convaincre. Moi, je me souviens du débat du 4 avril sur BFM TV. François Asselineau vous interpelle. Il faut mettre un terme à toute complaisance avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. J'aimerais d'ailleurs que Monsieur Macron nous dise ce qu'il en pense. Vous répondez, je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Et il réplique, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, absolument pas. D'ailleurs, j'ai dit non à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui m'a structuré politiquement? C'est de dire non. Quand j'ai été ministre, assez jeune, en charge de l'économie, de l'industrie, du numérique, et je suis venu à plusieurs reprises devant vous dans ces fonctions, j'ai dit non. J'ai dit non quand on n'a pas voulu aller plus loin dans les réformes. J'ai monté un mouvement politique en marche et j'ai quitté le gouvernement. Tant et tant sont restés tapis dans l'ombre, ont été d'accord ou n'étant pas d'accord ne l'ont pas dit. Mais à qui pensez-vous? À qui pensez-vous? À des générations entières d'hommes et de femmes politiques. Ceux qui disent, moi j'ai du tempérament. Pensez à François Fillon? François Fillon, excusez-moi de vous le dire, il a été ministre d'à peu près tout depuis 30 ans. Il a été 5 ans Premier ministre pour nous expliquer qu'en fait il voulait faire autre chose. La Constitution, elle dit une chose, le Premier ministre, il conduit la politique du gouvernement. Donc moi je ne suis pas de cette race-là. J'ai dit non. Mais je sais aussi la complexité du monde dans lequel on vit. Et donc, je ne m'interdis pas, quand autour d'une table on débat avec des gens qui sont mes adversaires dans cette élection, on est 11, et qui quelque chose est dit que je partage, de dire « je suis d'accord avec vous là-dessus ». Je l'assume totalement. Et d'ailleurs, ce qui épuise notre vie politique, c'est qu'on puisse faire croire une seconde à nos concitoyens qu'on est en désaccord sur tout quand on est adversaire. C'est faux. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre paralysie, notre immobilisme. Donc, je suis un homme de tempérament. J'ai dit non à plusieurs reprises et je continuerai à dire non. Et c'est ce qui me structure. Et j'assume pleinement d'avoir des convergences parce qu'elles sont du pragmatisme. Alors, Emmanuel Macron, nous allons parler de l'actualité internationale parce que c'est important. Oui. Et ensuite, nous parlerons de quelques mesures de votre programme. Nous parlerons politique aussi et dans la deuxième partie, votre personnalité. Donc l'actualité, victoire d'Erdogan en Turquie, pouvoir renforcer, il envisage de réintroduire la peine de mort. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant stopper toute négociation sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Elle n'avancera pas dans les prochaines années de manière évidente. D'abord, il y a des contestations sur cette élection. Et je pense qu'il faut tout faire pour aider, soutenir les démocrates qui se battent. Parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions de voix qui sont contestées dans le cadre de ce scrutin qui s'est joué à très peu. Donc là-dessus, moi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et je pense que collectivement on doit tout faire pour aider ceux qui se battent sur le terrain sur ce sujet. Ensuite, cela marque une dérive du régime, une dérive autoritaire, on le voit bien, une sortie du cours de l'histoire de la Turquie. Non mais répondez à et donc ma je question. Vous ai dit très concrètement, oui. Avec un régime qui prend ces décisions-là, on ne peut plus négocier. Il n'y aura aucune avancée d'adhésion à l'Union européenne. Par contre, mon souhait c'est qu'on puisse continuer à avoir une Union européenne, une France qui laisse la porte ouverte aux démocrates de la Turquie. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec la Turquie? On a, il y a 15-20 ans, laissé espérer des vrais démocrates qui pourraient avoir un dialogue avec nous. On les a abandonnés. On a ensuite été très naïfs avec Erdogan, en disant il a l'air formidable, ne voyant pas la dérive qu'il était en train de conduire.
de manière évidente dans les prochaines années. Et si je suis élu président de la République, il n'y aura pas d'avancée de la discussion d'intégration dans l'Union européenne. Par contre, il y aura tous les efforts faits pour aider en Turquie les femmes et les hommes qui se battent pour la démocratie, pour nos valeurs, pour les valeurs du Conseil européen des droits de l'homme et celles de l'Occident. La Syrie, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous prendrez une initiative pour essayer de trouver un chemin vers la paix, qui est si difficile à trouver? Il est très dur à trouver parce que la situation est multiple. Il y a aujourd'hui d'abord la nécessité d'avoir un vrai cessez-le-feu et une action humanitaire. Vous avez vu le dernier attentat terrible en Syrie? Je l'ai vu. Et sur ce plan-là, il montre quoi? La nécessité enfin de ne rien céder à la naïveté ambiante. Moi, je ne suis pas un fasciné de M. Poutine, comme trop de candidats dans cette élection. Ça n'est pas la Russie qui fera la paix en Syrie. C'est d'avoir un vrai cadre international multilatéral et de demander justement à la Russie, aujourd'hui alliée du régime de Bachar el-Assad, de prendre ses responsabilités. Donc on a, nous, en tant qu'Européens et Français, une priorité dans la région, c'est la lutte contre Daesh et tous les groupements terroristes. On doit les éradiquer, nous participons à la coalition, nous sommes d'ailleurs présents sur des bases, moi je m'y suis rendu il y a quelques mois en Jordanie, et donc il faut tout faire pour éradiquer les terroristes et justement ces terroristes islamistes. Dans le même temps, nous avons une responsabilité internationale qui est de construire la paix en Syrie et de cesser les exactions contre des civils. C'est encore ce qui s'est passé hier. Et là-dessus, nous devons demander à la Russie de prendre ses responsabilités. Elle ne peut plus s'opposer à une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour justement mettre en place tous les corridors humanitaires. Non, parce que je pense que là-dessus... Vous demanderez tout ce que vous voudrez et la Russie vous répondra non. C'est pas forcément... Non, d'abord... Pas forcément bon. Pas forcément, parce que moi je pense que si on monte la pression en européen et avec les États-Unis, parce que ce qui a changé il y a maintenant quelques jours, c'est justement les États-Unis qui décident de mettre davantage de pression. Bon. Et donc, il y a cette discussion pour avoir une résolution humanitaire de court terme, et il y a la destruction des capacités d'intervention chimique du régime de Bachar el-Assad. Et là-dessus, on doit être intraitable. Et enfin, et ça c'est l'initiative diplomatique que je veux prendre, parce que nous ne devons pas tomber dans l'escalade de la guerre et de la violence. Eh bien, c'est d'avoir une solution politique inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? De réussir à mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes en Syrie, l'ensemble des États arabes concernés, l'ensemble des Européens qui ont été touchés par ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et depuis des mois, les Nations Unies, pour construire justement une sortie de Bachar el-Assad et une transition du régime. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'intervention militaire qui se justifie. Il n'y a pas d'intervention militaire qui réussisse si on ne construit pas une solution politique sur le terrain. Emmanuel Macron, parlons de cette campagne électorale, grand meeting à Bercy ce soir. Est-ce que Dominique de Villepin sera présent? Il ne sera pas présent parce qu'il est à l'étranger, mais Dominique de Villepin... Est-ce qu'il vous soutient? Je vous laisse lui demander, parce que moi je respecte toujours les individus. On a beaucoup parlé de ralliement, de soutien, etc. Ralliement, justement. Ça n'a pas beaucoup de sens ces choses-là, parce que beaucoup des gens dont on a dit qu'ils étaient ralliés ne l'étaient pas, et beaucoup de gens, c'est pas le terme que j'aime, ils soutiennent. Ils soutiennent. Et donc, moi, Dominique de Villepin, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est quelqu'un avec qui je discute régulièrement. On s'est encore parlé, vous voyez, hier. Et quelqu'un avec qui j'aime réfléchir, parce qu'il connaît le monde. Et il a une philosophie d'action sur le plan, si vous voulez, diplomatique, qui est proche de celle que je porte. Et ce que je viens de vous dire d'ailleurs, je crois que là-dessus on converge beaucoup comme sur d'autres sujets, il est attaché à cette tradition que je qualifierais de gaulo-mitterrandienne, dans laquelle d'ailleurs Jacques Chirac a aussi creusé son sillon, et qui a permis à la France d'être toujours dans cette stature d'indépendance. Il faudra construire aujourd'hui bien davantage avec l'Europe que naguère, mais qui en même temps a toujours permis à la France d'être écoutée, crédible, de ne céder à aucun néoconservatisme, mais en même temps de toujours défendre ses valeurs. Cette campagne électorale se tend dans les derniers jours, c'est un grand classique dans les campagnes présidentielles, mais là, plus que jamais, il y a des rumeurs qui courent ici ou là, et il y en a une qui affirme que vous auriez obtenu un héritage de plusieurs millions d'euros accordé par Henri Herman. Vous avez entendu parler de ça? Mais j'entends parler de tout, vous savez. Il y a donc un héritage caché, j'ai des comptes dans des paradis fiscaux, tout et tout. Pourquoi? Parce que vous avez dans cette campagne 2 responsables politiques qui ont des ennuis judiciaires, des vrais, et qui sont livrés justement à leur propre turpitude. Et ils ont des soutiens, parfois même ce sont des journalistes, paraît-il. C'est étonnant la vie. Qui justement font passer des bruits de ce type. Quels journalistes? Laissez-les à leur propre turpitude.
c'est faux. Je vous le dis. Je n'ai, et dès mardi d'ailleurs, j'ai demandé à ce que le notaire de cette personne qui était un ami cher et qui est décédé il y a quelques mois puisse communiquer de manière officielle. Vous savez, quand on a quelque chose, c'est totalement faux. Emmanuel Macron. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous savez, l'argent que j'ai gagné dans ma vie, oui. Je l'ai gagné. Oui. J'ai travaillé pour gagner. Toujours. Est-ce que vous l'avez bien géré? Non, on parlera de ça tout à l'heure. Je l'ai très bien géré au point. Enfin, si vous voulez être mon conseiller en patrimoine, je vous prends, dès demain dans cette fonction. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de cadeau caché. Je n'ai jamais eu de prébande. L'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné et j'ai toujours traqué dans ma vie les conflits d'intérêts. Quand j'étais dans le privé, en étant dans le public. C'est ma façon de faire. Je n'ai pas peur des gens qui réussissent. J'aime, si vous voulez, les gens qui se battent. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Et donc, je me suis toujours battu dans la vie. Ce que j'ai réussi à obtenir parce que j'ai jamais compté mes efforts. Et c'est pour ça que vous m'avez toujours entendu aussi tenir le même discours. Je veux, dans notre pays, qu'il y ait des gens qui puissent réussir. Je veux, dans notre pays, qu'il y ait des gens aussi qui puissent échouer et se relever. Qu'on puisse protéger les plus faibles. Mais ce qui est insupportable, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui sort son nez et que d'autres ont des vrais ennuis, sous le contrôle de la justice, eh bien on essaie de le salir. On le fait depuis des mois. Donc vous pensez, s'il y avait vraiment des faits comme celui-ci, les juges qui se sont intéressés à plusieurs reprises à mon cas, étant saisis par des associations, des particuliers ou autres, l'administration fiscale, la haute autorité de la transparence de la vie publique, toutes ces structures l'auraient déjà montré et je serais, comme d'autres, déjà devant la justice. Est-ce que vous si ce n'est pas le cas, c'est que je suis probe. Est-ce que vous nommerez une femme Premier ministre? Ça n'est pas l'objectif et c'est pas le service qu'on peut rendre aux femmes. Bon. Pourquoi? Je l'ai dit, je nommerai, si je suis élu président de la République, la personne la plus compétente possible pour exercer ses fonctions, c'est-à-dire qui sait maîtriser des dossiers dans des secteurs multiples, qui a une expérience politique, parce que pour la fonction de Premier ministre, il faut quelqu'un qui a une expérience politique et en particulier parlementaire. Je vous donne une indication. Et je souhaite, si c'est possible... Qu'est-ce que vous venez de dire? Allez-y, répétez-nous. Mais je dis que j'ai indiqué qu'une part non négligeable de mon gouvernement sera composée de femmes et d'hommes qui viennent de la société civile. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois à cette légitimité. Un Premier ministre qui vient de la société civile. Et je pense que c'est difficile pour la fonction de Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il faut une expérience parlementaire et politique. Donc il faut plutôt quelqu'un qui a une expérience politique. Ensuite, si possible, et ce sera mon souhait, que ça puisse être une femme. Mais vous savez, moi j'ai toujours promu, et je continuerai à le faire, et j'aurai un gouvernement paritaire, les femmes en fonction de leur mérite et pas parce que ce sont des femmes. Bien, pourquoi ne souhaitez-vous pas que François Hollande vous soutienne? Mais je n'ai jamais exprimé les choses ainsi. Ah bon? Mais vous les exprimeriez ainsi? Ce serait, franchement, est-ce que si François Hollande vous soutient, c'est le baiser de la mort? Oh, les baisers de la mort, il y en a tellement qui ont essayé de me les donner depuis plusieurs semaines. Oui. Dans la dernière semaine, rien ne vous arrête. Il faut avoir chevillé au corps, Jean-Jacques Bourdin, cette forme d'inquiétude responsable que j'évoquais. Parce que la plus importante, c'est votre première question. C'est ça ce qu'il faut que vous ayez dans la tête à chaque seconde. C'est d'aller convaincre des gens qui ne pensent pas comme vous, mais c'est alors moi je vous pose des questions. Je vous pose une question. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande, Non, parce que je pense qu'il va être jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, président de la République. Et donc je l'ai dit. Imaginez que vous soyez élu. Imaginons que vous soyez élu. Vous vous retrouvez à l'Élysée face à François Hollande. Oui. C'est lui qui vous a embauché. En quelque sorte, on parle d'entretien d'embauche. C'est lui qui vous a embauché. Je vous le confirme dans d'autres fonctions. Qu'est-ce que vous lui direz? Ah mais ça d'abord. Lors de la passation de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? D'abord, vous savez, je ne vous le dirai pas. Mais vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi? Non, j'ai réfléchi à convaincre et chaque étape se passe l'une après l'autre. Je n'ai pas la disponibilité psychologique, mentale pour réfléchir à cela. Ce que je vous dis, c'est que jusqu'à la dernière seconde, moi je serai dans cette bataille, et jusqu'à la dernière seconde, le choix qui a été le sien en décembre dernier, c'est de présider. Parce que notre pays est en état d'urgence, parce que les défis sont tels qu'il importe qu'avant tout, il soit bien concentré dans cette fonction. Ensuite, pour ce qui relève de la suite, j'y réfléchirai en temps voulu, et ce qui relève des discussions personnelles, reste dans le champ des discussions personnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes et d'hommes politiques qui oublient que ce qui est personnel doit le rester. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un candidat d'extrême gauche? D'évidence. D'extrême gauche. Pourquoi d'extrême gauche? Il m'a pas semblé qu'il était du centre gauche ou du centre droit, ou alors je suis mal informé. Vous allez peut-être m'éclairer. Il peut y avoir gauche ou enfin, aussi entre les deux. Écoutez,
il est sur des propositions extraordinairement radicales sur le plan de la fiscalité, de la propriété, sur le plan des principes. Il est proche de régimes qui revendiquent justement cette appartenance. Donc oui, il est d'extrême gauche. Le discours qu'il tient d'ailleurs sur le plan international, sur le plan de l'Europe ou autre, est exactement le discours du Parti communiste français des années 50. Celui qui consiste à promettre la paix, mais c'est la paix de Moscou qu'il propose simplement. Moscou a un peu changé de visage, n'est pas plus enviable. Mais oui, il est d'extrême gauche, d'évidence. Mais après, bien. moi, alors, regardons votre programme. C'est un fait. Bon. Après, les gens décident en fonction de la personnalité. Regardons votre programme. Quelques points qui méritent précision. 35 heures, négociation avec les syndicats dans les entreprises ou les branches. Oui. On est bien d'accord. Si accord, l'entreprise déroge aux règles du temps de travail. Oui. Oui, clairement. Si accord, il y a une référence légale. Oui. Je le dis depuis le premier jour. Oui. Août 2014. N'en déplaise à qui que ce soit. J'ai toujours dit, ce qui a été une erreur, c'est d'imposer par la loi les 35 heures dans tout le pays. Néanmoins, aujourd'hui, si je vous disais on va mettre à 37, 39 ou 41 heures dans la loi, on ferait la même bêtise. Parce que les 35 heures, il y a des tas de secteurs où ça marche très bien. Donc les 35 heures restent la référence légale pour tout le monde dans la loi. Et c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ensuite, on doit permettre à des entreprises, compte tenu de leur taille, compte tenu du secteur auquel elles appartiennent, eh bien, de pouvoir changer les choses si elles ont un accord majoritaire ou s'il existe dans leur branche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles ont la possibilité de faire travailler, mais elles négocient aussi les conditions justement de paiement des heures supplémentaires. Moi, je crois à la possibilité dans notre pays de pouvoir travailler plus. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'avec beaucoup de pragmatisme, j'ai repris également dans mon programme, en même temps qu'il y a cette possibilité de négocier l'organisation du travail et pas que le temps de travail, tout le reste, j'ai repris l'exonération pour le patron et pour le salarié des heures supplémentaires. C'est dans mon projet, c'est financé dans mon projet. Et donc demain, si vous êtes dans une petite entreprise du BTP, on sait très bien que les 35 heures, ça n'est pas adapté. Vous pourrez négocier une autre forme d'organisation en disant, voilà, je vais pouvoir te demander de travailler certaines semaines 40 heures, d'autres semaines 32 heures. Eh bien, les heures supplémentaires, elles seront exonérées pour le patron, elles sont exonérées pour le salarié de charge. Emmanuel Macron, autre précision, en ce qui concerne le chômage, une mesure, droit au chômage en cas de démission. On est bien d'accord, tous les 5 ans. Tous les 5 ans. On est bien d'accord. Alors j'imagine, je travaille dans une entreprise, je suis cadre, je gagne très bien ma vie. Oui. Au bout de 5 ans, je démissionne. Oui. Je touche le chômage, donc je prends une année sabbatique tranquille. Non. Non. D'abord, je vais vous dire pourquoi non. Parce qu'il y a un contrôle et je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends cette mesure? Parce qu'on est dans une situation de très grande hypocrisie. Aujourd'hui, vous êtes dans la situation que vous évoquez. Vous en avez assez au bout de 5 ans. Vous allez voir votre patron et vous lui dites, tu sais quoi, j'en ai assez, je vais de toute façon démissionner. Est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse une rupture conventionnelle? Dans bien des cas, le patron dit OK. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les motifs de rupture individuelle, le premier poste, c'est la rupture conventionnelle. 2008. Et là, vous avez droit au chômage. Donc, il y a un contournement de la loi qui se fait depuis presque 10 ans, qui fait que de toute façon, dans ce cas-là, vous allez au chômage. Si votre patron vous dit non, moi, je jouerai pas à ça, tu ne sors pas. Dans beaucoup de cas, vous allez à ce moment-là dire, tu veux qu'on joue à ça? Je me mets en congé maladie. Et on rentre dans cette guérilla qui fait qu'on finit au prud'homme. Donc moi, je préfère qu'on soit clair et qu'on dit tous les 5 ans, il y a cette possibilité de, si je puis dire, licencier son employeur si les choses se passent mal. C'est une très bonne chose parce que d'abord, ça oblige l'employeur à avoir un vrai dialogue dans l'entreprise, à s'occuper un peu de vous, et donc c'est une bonne forme de régulation. Ensuite, pourquoi ça n'est pas ce que vous dites? Si on va à cette extrémité, vous décidez de démissionner, vous allez au chômage. Eh bien, dans le premier mois, comme pour toutes celles et ceux avec ma réforme qui tomberont au chômage, dans le premier mois, vous avez un bilan de compétences qui est fait. Et sur ce bilan de compétences, on regarde les offres d'emploi. Si vous êtes un cadre bien formé, vous avez des offres d'emploi. Il n'y a pas aujourd'hui de pénurie d'emploi pour les gens bien qualifiés, ça n'est pas vrai. Et donc, je vous proposerai des offres d'emploi. Vous n'avez pas le droit d'en refuser plus de 2. Sinon, fini, vous perdez tout chômage. Tous les droits. Là où aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les milieux les plus qualifiés? On le sait bien et ça pèse d'ailleurs sur notre système. Eh bien, soit par la rupture conventionnelle, soit par tel ou tel autre système, eh bien, je me mets au chômage, ou je bénéficie de la rupture, et en effet, comme c'est un droit au chômage, comme j'ai cotisé, eh bien, je vais pouvoir faire le tour du monde. C'est quelques cas, hein, c'est rare, mais ça existe. Donc, il y a des nouveaux droits, mais en même temps, des nouveaux
devoir. Bien, Ce Emmanuel contrôle Macron. et derrière la formation. C'est vraiment, pour moi, c'est une des réformes les plus profondes. J'écoutais tout à l'heure vos chroniqueurs qui disaient il va pas assez loin, etc. Ce qu'on est en train de dire, la réforme de l'assurance chômage qui est dans mon projet, c'est un élément central de la bataille contre le chômage. Pourquoi ? Parce qu'on n'en fait plus une assurance que vous payez vous comme salarié. C'est l'impôt qui la paye. Plus d'assurance chômage payée sur votre salaire, je le supprime, c'est la CSG qui paiera. 2, c'est universel. Si vous êtes artisan, commerçant, agriculteur, entrepreneur, aujourd'hui, vous n'avez pas droit au chômage. Vous y aurez droit. 3, parce que maintenant ça devient tripartite comme la maladie. Droits et devoirs. L'État va vous contrôler. Et vous pourrez plus me dire, vous n'avez pas le droit de me contrôler, j'ai un droit au chômage. Non. Contrôle. Dès le début. Et 4, un système de formation. Parce que la clé, c'est qu'on a presque 2 millions de chômeurs, jeunes chômeurs ou chômeurs de longue durée, qui n'ont pas les qualifications pour pouvoir reprendre un métier. Et donc, je fais un gros investissement dans la formation, je mets 15 milliards d'euros, je change en profondeur le système de formation professionnelle qui est fait pour bien former les gens déjà bien formés. Pour aller justement former les chômeurs. Emmanuel Macron, nous allons parler de Mohamed Saou. Je voudrais quand même que nous ayons quelques précisions. Tout à l'heure, après 9h, je vais vous parler de votre personnalité, les questions que m'ont posées des auditeurs pour vous, et je ne les oublie pas, et puis votre personnalité, juste après cette petite pause de 3-4 minutes. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Regarde-moi ça, la solidarité, chacun pour soi. À la Matmut, la solidarité s'est accordée aux enfants de sociétaires le bonus auto de leurs parents jusqu'à 35%. Sûr ? Sûr. Bon bah qu'est-ce qu'on fait là alors ? Matmut, ma valeur sûre. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment de franchir un nouveau cap. C'est le moment de saisir l'instant, l'émotion et de découvrir le plaisir de conduire BMW. En ce moment, la BMW série 1 suréquipée est à partir de 345 € par mois, sans apport. Ristretto decaf? Yeah, it's the same exceptional aroma and intensity. Really? Friends were serving it and I was like, no way is that decaf. I don't believe this. Gangsters don't do decaf. No, no. Retrouvez toute l'intensité de Ristretto en version décaféinée. Nouvelle Toyota Yaris hybride. À partir de 169 € par mois, entretien inclus. Ressentez cette énergie. Ils sont la référence. Libres et sans concession, ils analysent les matchs à chaud et confrontent leurs avis sans retenue. Pourquoi tu réfléchis pas toujours aussi vite que là? C'est magique. Avis tranchés et assumés, l'afterfoot, c'est tous les soirs en direct sur BFM Sport. Sur cette route qu'il connaît, Maxime se sent en sécurité. Mais cette fois, un animal va surgir. C'est sans douleur qu'il se réveillera à l'hôpital. Jusqu'à ce que sa mère lui annonce sa tétraplégie. Son père tremblera à chaque fois que le téléphone sonnera. Sa femme apprendra à lire dans ses yeux. Ses yeux qui lui diront « Plus rien ne sera comme avant ». À moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. Quatre roues directrices pour une précision de conduite inégalée. Réinventez la route avec Renault Talisman Estate et son système Fort Control.
Renault Talisman Estate, maîtrisez votre trajectoire. Renault Talisman, à partir de 299 € par mois, sans apport, 4 ans de garantie et d'entretien inclus. Il y a tout dans Top Gear. Du bon. Bah tu fais quoi alors? Bah je sais pas, je vais venir dire coucou dans ta caméra. Du stylé. C'est ça Top Gear, c'est avec des maillots pourris. De l'amour. Dorothée, je t'aime. Et de la classe. Beaucoup de classe. Top Gear France, mercredi à 20h50 sur RMC Découverte. Citroën C4 Cactus avec reprise Argus plus 3500 €. Elle plaît à ceux qui n'aiment pas plaire à tout le monde. Citroën. Emmanuel Macron, vous avez 39 ans, vous êtes né à Amiens, nous allons tout savoir, essayer de tout savoir sur votre personnalité, mais auparavant, deux choses. D'abord, quelques précisions. Mohamed Saou, référent d'En Marche, dans le Val d'Oise, a été écarté de votre mouvement parce qu'il a écrit sur Internet des messages qui blessent. Je ne suis pas Charlie, par exemple. Vous avez dit sur Beurre FM, je ne l'ai pas viré parce que c'est un type bien. Vous le pensez, c'est un type bien? Non, j'ai dit des choses qui sont beaucoup plus circonstanciées. J'arrive. Oui. J'incite d'ailleurs chacun, s'il s'intéresse à ce sujet, oui, à aller écouter en détail ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui a été fait pour Mohamed Saou? C'est quelqu'un qui a été un référent extrêmement mobilisé, qui est très mobilisé pour le mouvement. Est-ce qu'il a tenu des propos qui contreviennent aux lois de la République? Non. Il a tenu des propos avant les fonctions qu'il a prises comme référent en particulier, qui ne correspondent pas à mes positions, aux positions du mouvement, en particulier suite à Charlie Hebdo, etc. Puisque là-dessus j'ai toujours été clair, moi j'étais dans la rue avec des millions de Françaises et de Français, et qui ont choqué. Et donc dans ce cadre-là, il a été mis en retrait de ses fonctions et il va passer, comme d'autres référents pour des tas d'autres raisons, comme tous les partis politiques, devant une commission d'éthique. Maintenant, qu'est-ce que cela dit cette affaire? Ça dit beaucoup de l'extraordinaire violence dans laquelle notre pays est aujourd'hui plongé. D'un côté, des gens proches de l'extrême droite, très sensibles à certains sujets, disent « vous auriez dû l'écarter tout de suite, le sortir ». Est-ce qu'il a tenu des propos qui contreviennent, encore une fois, aux lois de la République? Non. Est-ce que, d'un geste souverain, j'aurais dû le priver de toute responsabilité et l'exclure? Non, il y a des procédures dans un mouvement politique. J'ai respecté ces procédures, j'ai demandé qu'elles soient respectées. Et de l'autre, beaucoup de gens, et c'est ce qui m'était posé, la question qui m'était posée sur Beurre FM, m'ont dit très bien, il a une procédure parce qu'il s'appelle Mohamed Saou et vous cédez aux pressions du Front National ou de la droite dure. Non, j'ai dit de la même façon, parce que ça n'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed Saou qu'il est intouchable. Et d'ailleurs, je regrette que son nom soit livré en peinture à des millions d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette affaire. Donc il faut aller regarder le dossier en détail. Mais moi, je ne céderai ni à la facilité, ni au communautarisme. Bien. Je pense que notre République, elle a besoin, sur ces sujets, de calme et de précision. Je tiens, puisque le sous-jacent de tous ces débats, c'est justement le rapport à la religion, c'est le rapport aux communautés. Moi, je suis contre le multiculturalisme et contre le communautarisme. Je suis pour la défense de la laïcité française dans ce qu'elle est et tout ce qu'elle est. C'est-à-dire la possibilité de croire et de ne pas croire, et de protéger chacune et chacun dans sa religion, parce qu'il respecte avant tout, quand il est dans l'espace public, les lois de la République. Bien. Voilà. Emmanuel Macron, de quoi vivez-vous? Je vis aujourd'hui, depuis que j'ai démissionné du gouvernement et de la fonction publique, puisque je suis parmi les principaux candidats, le seul dans cette situation. Tous et toutes vivent aujourd'hui d'émoluments qui leur sont versés pour faire autre chose qu'une campagne, la plupart du temps pour être députés, européens ou nationaux. Moi, j'ai démissionné donc du gouvernement, j'ai ensuite démissionné de la fonction publique, ce qui était normal en novembre. J'ai remboursé les un peu plus de 50 000 € que je devais à la fonction publique. Je vis aujourd'hui de mes droits d'auteur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Révolution. J'invite d'ailleurs chacune et chacun à l'acheter s'il veut mieux me connaître. C'est de cela dont je vis aujourd'hui. 250 000 € de droits d'auteur à peu près. Ça doit être à peu près ça. Exactement. À peu près ça. Vous avez touché beaucoup d'argent chez Rothschild. Oui. Combien? 2 800 000 €, c'est cela? Oui, bon, on peut y aller directement si vous voulez. Ben oui, allons-y directement. Vous avez payé combien d'impôts dessus? Alors, je vais vous dire pourquoi je vais ce matin en parler avec vous.
C'est moi d'abord qui pose les questions, Emmanuel Macron. Vous pensiez bien que j'allais vous poser la question, non, mais jusqu'à présent, j'ai refusé d'en parler. Oui. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer parce qu'il faut faire de la pédagogie. Oui. J'ai été pendant 4 ans dans le secteur privé. J'ai très bien gagné ma vie. Je l'assume totalement. J'en suis très fier parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai ensuite décidé de revenir dans la sphère publique. Comme conseiller, j'ai démissionné ensuite, comme ministre. Moi, j'ai toujours considéré que je devais répondre aux questions des journalistes sur cette période-là. Oui. Mais que ce que j'avais gagné il y a 4 ou 5 ans dans le secteur privé, ça regardait personne. Je l'ai encore dit il y a quelques jours, parce que j'ai dit ça, c'est mon affaire. La transparence qui est due, ça n'est pas la divulgation de tout. Simplement, j'entends ce qui est dit, je vous ai écouté toute la semaine dernière, vous n'arrivez pas de dire à vos auditeurs qui disaient il a gagné près de 3 millions d'euros, vous leur disiez, je vais lui demander, donc il y a un doute qui est là. Les gens disent, il y a eu de la magouille. 2, je sais, et j'ai encore vu certains de vos confrères qui l'annonçaient hier, que certains de mes adversaires politiques ont décidé de propager des fausses nouvelles, des fausses informations. On parlait d'un héritage tout à l'heure, mais quelle autre fausse nouvelle? Ils veulent dire cette semaine, vous allez entendre dire, Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel et tel endroit. C'est totalement faux. Moi, j'ai toujours payé tous mes impôts en France et j'ai toujours eu tous mes comptes en France. Donc, j'ai gagné pendant 6 ans, entre 2009 et 2014. 5 ans, oui. C'est le chiffre. Oui. Non, parce que vous les prenez toutes les deux. 6 ans. Bon, c'est le chiffre qui circule partout sur Internet. Donc, allons-y. J'ai gagné un peu plus de 3 millions d'euros, tout cumulé. Là-dessus, j'ai payé j'arrondis les sommes, 1,4 million d'impôts. J'en suis très heureux, j'ai pas fait d'optimisation fiscale, j'ai pas caché d'argent, j'ai payé 1,4 million d'impôts. Et donc, il est resté 1,9 million d'euros sur ces 6 années. Là-dessus, j'ai remboursé des emprunts que j'avais, pour partie, 500 000 euros. J'ai fait des travaux, en particulier dans la maison de ma femme, qui est sa maison de famille, qui est dans ce qu'on appelle les Hauts-de-France aujourd'hui, pour 300 000 euros. J'ai fait 100 000 euros de travaux à Paris et j'avais à la fin de cette période 270 000 euros d'épargne qui apparaissent dans mes déclarations devant la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, ce qui fait que j'ai consommé durant ces 6 années environ 700 000 euros ensuite de vie courante. Je vivais mieux que je n'ai ensuite vécu comme ministre autre, ce qui est pas très bien normal. Géré alors là. Mais j'ai bien géré, j'ai quand même mis 270 000 euros d'épargne. Bon. Vous pouvez me conseiller de faire mieux, etc. Non, mais je vous dis, moi je suis... Mais voilà. Ce qui n'apparaît pas, ce que les gens n'ont pas vu dans cette période, parce que je trouvais que j'avais pas à le dire, ça ne regardait personne, mais je vous le dis, c'est qu'en effet, j'ai fait des travaux sur cette résidence, qui est la maison de famille de ma femme. Au Touquet. Au Touquet, merci. Ne donnez pas l'adresse, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas, je la connais pas. Bon. Et je ne la connaîtrai jamais. Quand vous regardez ce que la Haute Autorité a mis en ligne, cette maison n'apparaît pas. C'est aussi pour ça que vous pouvez me dire, vous avez un patrimoine qui est très faible. Pourquoi? On va rentrer, qu'il faut tout dire. Parce que c'est un bien propre de ma femme. Parce que c'est une maison dont elle a hérité. Donc moi, je l'ai déclaré à la Haute Autorité, mais la Haute Autorité, conformément à la loi, parce que c'est un bien propre de ma femme, elle ne l'a pas mis dans ce qui est mon patrimoine. Or, quand vous êtes un responsable politique, ça n'est que votre patrimoine. Voilà. Donc, voilà de quoi, voilà ce que j'ai fait de l'argent que j'ai gagné. Voilà à quoi ça a servi. Oui. Et il n'y a pas d'autre bien. Votre femme n'a pas d'autre bien. Non. Ma femme, ni ma femme, ni moi. Bon, voilà. Emmanuel Macron. Et donc, tout ce que vous allez peut-être entendre cette semaine... Mais ça vient d'où? De chez François Fillon, disons clairement les choses. Je vous le laisse... Non, il ne viendra pas vous l'annoncer. Mais on attend de voir déjà si certaines ou certains le sortiront. Moi, je vois certains de vos confrères hier le mettaient, des boules puantes sont annoncées, etc. Il y a des gens qui font de la politique autrement que je ne la fais. Est-ce que ça veut dire que la présence de Sens Commun, par exemple, auprès de François Fillon, a durci sa campagne? Attendez, moi, faut pas tout confondre. Non, mais je vous pose la question. C'est un autre sujet, donc je vais y venir. Ce que je dis simplement, c'est que depuis des semaines, vous avez des gens qui... Que les journalistes d'investigation fassent leurs recherches sur tel ou tel sujet. Moi, je me suis toujours livré à l'exercice de vérité et je pense que c'est un élément de santé de notre vie démocratique. On fasse courir des fausses rumeurs ou des fausses informations par le biais des boucles de mail ou du numérique, ça m'est insupportable. C'est pour ça que je voulais faire cette opération de transparence avec vous. Voilà. Bien. Ensuite, sur ce qui est de Sens Commun, ça n'a rien à voir avec ces sujets. Non. François Fillon a souhaité s'exprimer ce week-end sur ce point. C'est un durcissement. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui de centre droit ou de droite
ne peuvent pas se retrouver dans ce projet politique. Parce que c'est un vrai conservatisme social et sociétal. Parce que Sens commun, c'est l'émanation politique de ce qui a été la manifestation pour tous, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui pensent que leur principal combat dans notre société, c'est d'aller réduire les droits de certaines ou certains. On assiste au retour des ligues d'extrême droite? Je pense qu'on assiste au retour et que François Fillon, dans sa campagne, a décidé, c'est Alain Juppé qui a eu cette formule, il a dit il y a une radicalisation. Il a décidé de réveiller une part de la droite qui ne se sent plus totalement à l'aise dans la poursuite de l'intérêt général républicain. Il a décidé de réveiller une part de la droite dont la foule parfois trahit le peuple, pour reprendre la belle formule de Victor Hugo. Il a décidé de réveiller des femmes et des hommes qui décident que les médias leur mentent et font des complots quand ils disent du mal de leur leader, que les juges ne sont pas dans notre pays impartiaux. Et donc il a décidé d'attaquer le cœur de la démocratie. Et ça, c'est dangereux. Il attaque le cœur de la démocratie. Mais vous avez entendu comme moi les propos qu'il a pu tenir à plusieurs moments de cette campagne. Et donc je pense que, en particulier pour cette dernière semaine, la responsabilité de toutes celles et ceux qui aspirent aux plus hautes fonctions, c'est de préserver ce que nous avons de plus cher. Notre démocratie, notre état de droit. Regardons le monde tel qu'il est. Il est attaqué de partout, par des terroristes dans notre chair, qui justement nous poussent à certaines extrémités. Mais il est attaqué aussi par des régimes autoritaires qui ne partagent pas nos valeurs. Et ce que nous avons de bien commun, c'est la démocratie. Et c'est-à-dire aussi le rôle que dans cette démocratie ont les partis politiques, les juges, les médias, c'est-à-dire les autorités indépendantes et les contre-pouvoirs. Et durant cette campagne, ils ont été mis à mal. Mais Emmanuel Macron, je ne vais pas revenir sur votre enfance, une enfance dans de bonnes conditions, hein, dans un milieu aisé. Vous êtes recalé au concours d'entrée au conservatoire, en première année, c'est vrai? Oui. Par un prof. Vous avez tenu à repasser avec cette même prof l'année suivante, c'est vrai ça? C'est pas faux. C'est pas faux. Ça veut dire que battu cette année, vous revenez en 2022? Ne tirez pas de conclusions hâtives. Je vous dis ça comme ça, non mais oui, de ces éléments. Non. Je mène les combats avec toute l'énergie. Non, mais on ne peut. C'est impossible de répondre à votre question. Je vais pas vous mentir, parce que je suis tout entier dans le temps, dans la vie de notre pays et dans cette bataille. Bien. Vous mettez votre épouse Brigitte en avant? Non, je la mets pas en avant, mais je ne la cache pas. Vous ne la cachez pas? Bien. Je la mets pas en avant. Je vais revenir parce que sur si son rôle. Si je la mettais en avant, ça voudrait dire que je construis quelque chose d'artificiel. Elle est là dans ma vie, elle l'a toujours été. J'ai aimé ce qu'elle a dit sur vous. Emmanuel a besoin de tout le monde et de personne. On ne rentre jamais dans son périmètre. Il les met à distance. Toutes celles et ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur lui. C'est vrai ça? Vous gardez à distance beaucoup de monde? Mais j'ai une intimité. J'ai une vie intime, intellectuelle, sensible, philosophique, et elle n'a pas besoin d'être divulguée. Et je pense que, d'ailleurs, que quand on divulgue tout, quand on dit tout de ce que l'on est intimement, ça veut dire qu'on n'a plus d'intimité. C'est ce moment-là où on devient dangereux. Et donc on peut être sincère, on peut être honnête. On peut, comme on vient de le faire sur certains sujets dont je considérais jusqu'à présent qui relevaient de l'intime, dire parce qu'on considère que c'est indispensable. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas dire tout le temps tout ce qu'on pense à tout le monde. Et elle a raison de dire cela. Il y a pour avoir de la densité, il faut aussi avoir ses propres secrets intimes et sa propre solidité intérieure. Séducteur? Dans la conviction. Beaucoup vous accusent d'être séducteur. Il essaie de séduire tout le monde, toutes celles et ceux qu'il croise. Je suis attaché à convaincre, plus qu'à séduire. Je suis plus dans la conviction que dans la séduction. Et d'ailleurs, si je n'étais que dans la séduction, vous savez, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, parce que alors, je ne serais pas sorti du bois. On sait votre amour, votre attachement à la philosophie. Certains doutent de votre rôle auprès de Paul Ricoeur. Mais ça, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez été l'assistant de Paul Ricoeur? Mais oui. Mais d'ailleurs, ça a été très bien dit. Il y a eu une enquête qui a été faite par vos confrères du Point, je crois, l'été dernier, qui l'ont très bien montré. Ce que des esprits chagrins, vous savez, vous en croisez beaucoup d'esprits chagrins quand vous faites ce que je fais.
Eh bien, on dit il n'était pas l'assistant parce que l'assistant, ça a un sens très précis. C'est évident. J'ai connu Paul Ricoeur, il avait plus de 80 ans, il n'était plus professeur d'université, et donc je n'ai pas été son assistant, au sens où on est un assistant universitaire. Mais j'ai eu l'insigne chance de l'accompagner pendant plusieurs années sur son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Et j'ai été celui qui relisait, travaillait, l'aidait, faisait ce qu'on appelle l'appareil critique. J'étais une petite main, j'avais une fonction très humble, mais il m'a énormément appris. Voilà. Et donc ceux qui étaient dans son intimité l'ont évidemment confirmé. Je n'ai pas besoin de m'inventer des vies, vous savez. J'ai eu la chance. Alors votre vie, justement, vous avez choisi, est-il vrai que vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant pour vous concentrer sur votre vie professionnelle? Ah non, on peut pas résumer les choses ainsi. Bon. D'abord, ça, ce sont des choix éminemment intimes. Oui. Mais j'ai choisi de ne pas... Nous avons choisi, avec mon épouse, un choix qui n'était pas égoïste pour moi, mais qui était de dire que les 3 enfants qu'elle avait, qui ont un père et une mère, je pourrais les aimer en plus de cela et que ça ne leur enlèverait rien, et que les 7 petits-enfants qui sont les siens seraient aussi les miens. Et je n'ai pas... Parce que le choix a dû se faire quand j'étais très jeune, compte tenu de la différence d'âge, je n'ai pas... Nous n'avons pas fait le choix d'avoir, nous, des enfants. Et c'est un choix qu'on a totalement assumé, parce que j'ai pas eu besoin que ce soit mes enfants et mes petits-enfants sur le plan biologique, pour leur donner autant d'amour que je leur donne. Vous avez vécu auprès, loin ou auprès physiquement, mais peu importe, auprès d'une femme qui a beaucoup compté pour vous, qui est votre grand-mère, que vous appeliez Manette d'ailleurs. Votre grand-mère, je crois que lorsque vous avez révélé à vos proches que vous étiez amoureux d'une femme plus âgée que vous, elle vous a compris tout de suite. Alors que tout le monde ne vous a peut-être pas compris à ce moment-là. Mais j'ai eu une chance inouïe. Elle ne m'a pas compris tout de suite, pour être totalement honnête. Ah bon? Mais c'est normal. Oui. Mais la vie est faite de hasard. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère et des parents qui ont été intelligents et qui ont eu cette intelligence du cœur. Ils n'ont pas forcément accepté, mais ils ont fini par admettre. Et je dois beaucoup, en effet, à ma grand-mère et à mes parents qui, alors que cela peut choquer, alors que ce n'est pas forcément l'idée qu'on se fait de la vie de son enfant, eh bien, ont accepté ma vie. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a pu, justement, les convaincre et être là. Donc, rien de tout ça. C'est une bataille, hein. C'est un travail qui se fait et il faut du temps pour que les uns les autres l'acceptent. C'est pour ça que moi, vous savez, les combats, je sais les mener. Est-il vrai que vous avez été meurtri lorsque vous avez annoncé à François Hollande que votre grand-mère venait de décéder et qu'il a été un peu léger dans cette situation? On ne parle pas. Donc, c'est vrai ou pas? De ces choses-là, on ne parle pas. Est-il vrai que vous étiez nul en maths? Non, ce n'est pas si vrai. Bon. J'ai fait un bac... on va s'amuser. J'ai fait un bac 1 an. 7 x 8. Non. Ne faites pas vos jeux... C'est pas un jeu. Vos jeux de devinettes. Beaucoup. Non. Parce que ce n'est pas ça l'élection présidentielle. Non, j'ai fait un bac scientifique et j'ai eu la mention très bien, donc j'étais pas si nul en maths. Ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, j'ai fait une prépa, qui était une prépa littéraire et scientifique, on appelle la BL, qui est une formidable école, où là, j'ai été confronté à ce qu'est être très talentueux en mathématiques. Et donc, j'ai eu avec moi des co-religionnaires qui étaient des gens très doués. Je n'ai jamais été... Mais on peut oublier les tables de multiplication. Non, mais je ne les ai pas oubliées, je vous rassure, mais je trouve que c'est pas ça l'élection présidentielle. Oui, on est d'accord, mais ce que on va en savoir plus. Ce que je veux vous dire, c'est que là-dessus, il y a des gens très talentueux en mathématiques et je n'étais pas un génie des mathématiques. J'ai Cédric Villani qui me soutient est un génie des mathématiques. Ça, on va l'appeler alors pour la réponse. Non, mais je connais mes tables. Rassurez-vous. Vous les connaissez? Mais je connais mes tables, mais je refuse cet exercice de quiz. Je l'ai refusé avec qui que ce soit, rassurez-vous, je peux vous le dire en antenne, mais
Bon, d'accord. Bon. Imagine-t-on le général de Gaulle répondre à des tables de multiplication. Le général de Gaulle, on l'a mis à toutes les sauces. Voilà, c'est pour ça. Je faisais une référence posée. Donc, je réponds à toutes les questions utiles, mais on ne fait pas de quiz. Avant de terminer, j'ai 3 questions quand même d'auditeurs. Je voudrais des réponses courtes. Oui. Sur la taxe d'habitation. 20% paieront cette taxe d'habitation, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Qui? Les ménages les plus aisés, c'est-à-dire quand vous êtes sur un couple avec 2 enfants au-dessus de 5 000 € de revenus de référence par mois. Donc pour une très large majorité, 80% de nos concitoyens, ils ne la paieront pas, ils ne la paieront plus. Aujourd'hui, ce sont simplement les plus pauvres qui en sont exonérés. Bien. 80% et là-dessus, pour être très clair, parce que j'ai écouté votre auditeur tout à l'heure en venant en voiture vous rejoindre. Oui. Donc j'anticipe le point d'après. Je le finance comment? Ça coûtera 10 milliards d'euros. Oui, 10 milliards. C'est 10 milliards d'euros. D'autres candidats proposent de baisser l'impôt sur le revenu, de supprimer totalement l'impôt sur la fortune ou autre. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. 60 milliards par an. Oui. Comment ça? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Comment ça se passe? C'est que je vais essayer d'être pédagogue. Si vous êtes bon en maths alors. Vous allez voir que je le suis utilement. Vous avez en fait une dépense publique qui évolue de manière naturelle. Oui. C'est ce qu'on appelle la tendance. Bon. Oui. Et quand vous faites des économies, qu'on parle des 60, des 100 milliards, c'est l'économie que vous faites par rapport à cette tendance. D'accord? Donc c'est pas une économie en chiffre absolu. Oui. Je ferai à la fin du quinquennat, il y aura 60 milliards d'euros en année 2022 par an de moins de dépenses publiques. Oui. Ça veut dire qu'ensuite, pour toutes les années qui suivront, par rapport à la tendance qui aurait préexisté, il y aura 60 milliards d'euros de dépenses publiques en moins. Et chaque année, je vais le faire en 5 ans, grosso modo, vous ferez 12, puisque 12 fois 5, 60, vous ferez 12 milliards d'économies de plus par an. OK? Donc, sur ces 60 milliards d'euros d'économies, 40 milliards seront affectés à la baisse du déficit courant, 10 milliards à la baisse des impôts pour les entreprises, c'est pour ça que je baisse l'impôt sur les sociétés et les charges, 10 milliards pour les ménages, c'est la taxe d'habitation. Donc ce sont nos économies, les économies qu'on va progressivement faire sur l'État, la sphère sociale, les collectivités, qui permettront cela. Et qui font que le budget des communes en particulier ne sera en rien affecté par cette baisse. Emmanuel Macron, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, Gisèle m'a appelé tout à l'heure. Gisèle elle m'a fendu le cœur, je le dis sincèrement, 780 € de retraite par mois. Elle touche une allocation logement, c'est vrai, de 260 €. Il lui reste pratiquement rien pour vivre. Elle m'a demandé simplement, j'aurais envie de voter pour Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'il me propose pour ma petite retraite, lui? Est-ce qu'il va me l'augmenter, ma petite retraite? Alors, le minimum vieillesse, on va l'augmenter de 100 € par mois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui un minimum vieillesse qui soit sous le seuil de pauvreté. Donc dans le résultat de ces 30 années de gouvernement droite-gauche, non? Cette situation-là, franchement, Emmanuel Macron... C'est un peu facile si je vous disais oui. Mais je suis d'accord qu'on a aujourd'hui une situation pour des gens qui ont travaillé, et vous avez la même chose chez les petits retraités agricoles, chez les petits commerçants, chez les artisans, etc. C'est-à-dire des retraites qui sont parfois en dessous de certains revenus de substitution et donc qui ne comprennent pas. Moi, j'ai été pris à partie énormément de fois, et ce qu'on disait tout à l'heure, en allant sur le terrain, de gens qui, en effet, vous envoient ça au visage. Hein. Donc là-dessus, je lui dis, on va revaloriser le minimum vieillesse, donc 200 € par mois, comme on le fera d'ailleurs sur les autres prestations qui sont en dessous de ce minimum. Je pense à l'allocation adulte handicapé. Elle touchera 200 € de plus par mois? 100 € de plus par mois. 100 € de plus par mois. Je ne vais pas vous mentir. Ensuite, sur ce sujet, il y a aussi tous les remboursements et les petits soins. Qu'est-ce qui est terrible pour cette dame? C'est que, par exemple, pour s'équiper sur le plan auditif, pour les soins du quotidien, en particulier dentaires, optiques ou auditifs, eh bien, quand on est dans ces situations-là, généralement, on ne va pas soigner parce que ça coûte trop cher. C'est pour ça que j'ai dit que durant le quinquennat, et cet engagement, je le tiendrai fermement, et je m'en porte garant moi-même. Vous vous engagez, là? Je m'engage. J'ai dit qu'à la fin du quinquennat... Nous n'oublierons pas, mais Emmanuel Macron, vous le savez. Hein. N'oubliez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Parce que ça veut dire que dès le début, on mettra l'ensemble des professionnels de santé, des mutualistes et des assureurs, des prothésistes autour de la table pour justement, considérer comment à la fois baisser les prix et améliorer les remboursements. Parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes et populaires, ce sont les principales victimes de ce système. Et donc, quand on est dans la situation de Gisèle, on ne s'équipe pas, et donc on entend mal, et on tombe plus vite, par exemple, dans la dépendance. C'est ça la réalité du quotidien de ce que vivent nos personnes âgées qui sont dans ces situations.
Donc voilà, ce sont des choses concrètes, des engagements concrets et une transformation aussi du pays pour qu'on puisse enfin éradiquer tout ça. Alors j'ai une dernière question ensuite j'ai 2 questions. Réponse courte, le handicap à l'école. Oui. Alors très là important. aussi, un auditeur qui m'a interpellé, je pose la question. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants qui ont besoin d'être accompagnés à l'école et qui souffrent d'un handicap? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire, je prends un engagement très clair et solennel ce matin parce que c'est une situation, moi, qui me tient énormément à cœur et pour laquelle je veux m'engager. Il n'y aura pas une personne en situation de handicap qui sera laissée sans solution. Ce qui est aujourd'hui le cas de plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, qui soient d'ailleurs en situation, qui soient enfants ou adultes. Là, vous me parlez des enfants. Oui. Tous les enfants qui peuvent aller à l'école, je veux qu'ils puissent aller à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le programme, et c'est financé dans notre trajectoire, notamment des auxiliaires de vie scolaire. Et donc, nous embaucherons les auxiliaires de vie scolaire, surtout, nous les pérenniserons. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on n'a pas d'AVS? Parce que c'est des contrats très courts, parce qu'on les paye très mal. Et donc, du coup, vous avez l'AVS qui vous lâche au bout de 3 ou 4 mois et qui ne reste pas, en quelque sorte, auprès de l'enfant. Tous les enfants qui peuvent aller à l'école, il faut qu'ils aillent à l'école. Et il faut qu'ils puissent du coup être encadrés et avoir cet auxiliaire de vie scolaire. Les autres, ils ont besoin d'instituts spécialisés. Mais c'est un échec et c'est une chance de moins pour l'enfant de réussir si, alors qu'il pouvait aller à l'école, on l'oblige à aller dans un centre spécialisé ou à rester avec ses parents. Emmanuel Macron, je termine plus légèrement. René Char, c'est le poète que vous préférez, vous l'avez cité, poète, résistant. Vous aimez le romancier aussi. Vous êtes romancier, vous? Vous avez écrit, hein? J'ai écrit, mais Babylone. Pour mes C'est Babylone, non? À 17 ans, c'est pas vrai? C'est vrai. Bon. J'ai écrit, mais pour mes tiroirs. Pour mes tiroirs. Parce que je n'ai jamais été content de ce que j'écrivais. Le seul livre que j'ai accepté de sortir, c'est Révolution, parce qu'il fallait que je donne un peu pour expliquer aux gens qui j'étais. Mais j'ai écrit plusieurs romans qui n'ont été lus la plupart du temps que par mon épouse et qui sont consignés dans mes tiroirs. Bon, les films préférés, La Symphonie pastorale, et puis Les Tontons flingueurs de Lautner, ça vous adorez, hein? Vous adorez, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Je crois pas que ce soit dans Les Tontons celui-là. Ah bon? Si, peut-être. Si, bah oui, ça l'est. C'est plié. Ça l'est, bon. Ça l'est, la musique. Il y a des répliques formidables dans Les Tontons. Hallyday, Ferré. Oui. On va terminer avec Hallyday, si vous voulez bien. Allez. Envie de quoi? De faire. De changer les choses. Que ma génération prenne ses responsabilités. Et qu'on donne à notre pays le destin qu'il mérite. Bien, merci Emmanuel Macron. Vous êtes venu passer votre entretien d'embauche comme 6 autres candidats avant vous. Demain, je ne serai pas là. Vous savez pourquoi. François Fillon a refusé ma double invitation. Mercredi, Marine Le Pen sera là. Jeudi, Jean-Luc Mélenchon. Et vendredi, Benoît Hamon. Merci, 9h27. Merci à vous. BFM TV, la chaîne présidentielle. Ils sont 11 candidats. Dimanche soir, ils ne seront plus que 2 finalistes. Suivez notre grande soirée électorale du premier tour de l'élection présidentielle à vivre en direct dimanche dès 18h sur BFM TV, la chaîne présidentielle. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Ah, la générosité. Les gens ne plus assez aujourd'hui. À la Matmut, la générosité s'est allée au-delà du bonus 50 en accordant aux bons conducteurs jusqu'à 65% de bonus. Sûr? Sûr. Ah oui, pardon. La petite pièce. Matmut, ma valeur sûre. Mademoiselle Rochasse, le nouveau parfum. She really should have grown out of that sort of behavior by now. Her dress is very messy, isn't it? She'll never find a suitable husband playing with young boys in the mud. Babel. Une femme à la tête d'une couronne, objet de toutes les convoitises. Un royaume en danger,
Quand les hommes partent à la guerre, les femmes se battent pour le pouvoir. The White Queen, la nouvelle série événement, tous les mercredis à 20h55 sur numéro 23, canal 23 de la TNT. Lorsque vous grandissez, créez et apprenez, nos solutions améliorent votre qualité de vie au quotidien. BASF, we create chemistry. Avec Comme J'aime, perdez 6 kilos et 5,7 cm de tour de taille. Dès le premier mois, c'est prouvé. Regardez Chloé, elle a perdu 24 kilos en 3 mois. Comme J'aime, ça marche aussi pour les hommes. Et oui, Pierre a perdu 14 kilos. Testez une semaine, 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 desserts, 7 dîners, tout ça sans payer. Oui, sans rien débourser. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Comme J'aime, souriez à la vie. Voici Eve, le matelas premium avec ses 3 couches haute technologie. Testez-le 100 jours, satisfait ou remboursé. Commandez-le dès maintenant sur evematelas.fr. Waouh, le nouveau Nescafé Cappuccino. On a quelque chose à fêter. Ah, vous allez voir. 3, 2,